Donc, je vais vous faire une présentation au nom d'Isabelle Lomdé et moi, qui n'est pas une communication savante, mais plutôt un petit exercice de journalisme de notre activité depuis une quinzaine d'années, de partenariat entre le parc, la DRAC et un certain nombre d'universités, dont celle d'Aix-en-Provence, auxquelles je suis rattaché. Donc en fait, je vais vous présenter moins des résultats archéologiques que l'idée que l'archéologie apporte un éclairage à l'environnement et à la compréhension des paysages. C'est effectivement l'axe de nos travaux. Donc on a, depuis 2004, on avait commencé par des petites opérations sur Val-de-Blore, à 1000 francs, pour travailler effectivement sur la question de l'impact du pastoralisme sur les paysages. Puis on a prolongé dans le cadre du Pit Culture avec Isabelle, et nous avons continué notamment dans le cadre du contrat de plan État-région PACA, sur la cime de la Tournerie. Mais à chaque fois, il y a un chevauchement, c'est-à-dire que quand on était là, on commençait à préparer l'opération PIT, et quand on était là, on commençait déjà à préparer le CPER. Donc, juste une petite incise très rapidement pour rappeler qu'on parle toujours du parc du Mercantour. Cette géométrie n'est plus la bonne, mais accessoirement, on sait effectivement que le massif de l'Argentera Mercantour se situe au milieu. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, l'appellation Mercantour était une appellation du 19e siècle, que la géologue Fauré a accordé à une erreur de topographie. En fait, le mont du Mercantour, la cime du Mercantour, se situe indéniablement en France, alors que la cime Argentera est en Italie. Et à mon avis, pour les géographes et les savants du 19e siècle, donner le nom du massif, garder le nom d'Argentera, c'était reconnaître que l'ensemble du massif était italien et n'était pas français. Je le rappelle, alors c'est repris dans Wikipédia comme ça, mais à mon avis, les topographes du 19e étaient très bons et il n'y a pas de raison qu'ils se soient trompés. Quelques éléments qui rappellent en fait un certain nombre de travaux que j'ai eu l'occasion de présenter, notamment dans le cadre du Conseil scientifique du parc, qui peuvent paraître hétérogènes, hétéroclites, mais je voudrais rappeler aujourd'hui effectivement la logique qui a servi d'ossature à ces travaux. En fait, il s'agissait avant tout d'essayer de comprendre comment l'archéologie pouvait apporter un éclairage à la compréhension de la construction des paysages actuels, en commençant notre enquête à la protohistoire, c'est-à-dire à partir du moment où on devient sédentaire. Donc il y a deux appellations pour la protohistoire. Moi, je suis de l'école Paris 1, et à Paris 1, au ministère de la Culture, on fait commencer la protohistoire au néolithique et non pas avec l'écriture. Donc, ces actions qu'on mène depuis 15 ans en partenariat ont amené des actions d'inventaire qui nous ont amené à faire de la télédétection, de la prospection sur patrimoine bâti, qu'a présenté tout à l'heure Jean-Louis Édouard, de la cartographie ancienne, de l'inventaire systématique de la bibliographie, des actions de recherche toujours basées sur la question de la construction des paysages depuis la protohistoire, où on a essayé de voir autour de 4 variables qui nous semblaient importants: le pastoralisme, la construction, la démographie et les artisanats du feu, comment effectivement les occupations depuis la protohistoire avaient pu jouer notamment sur la question de l'exploitation des bois. Parallèlement, on a toujours mis un point d'honneur à travailler sur des problèmes de communication, d'exposition, de portes ouvertes, de publication, et cela notamment en partenariat avec le conseil départemental et le musée de Tendre. Ce travail se fait un peu en réaction à un schéma qui existe, qu'on revoit d'étude en étude, qui est une vision classique de la relation entre le village et la montagne, avec l'idée d'un village en fond de vallée, ensuite effectivement de l'ortillonnage, ensuite éventuellement des vergers, puis des troupeaux qui font le va-et-vient, et le tout étant dicté par un déterminisme géographique. Je pense que ce modèle est le modèle du 19e siècle, mais n'est pas opérant pour toutes les périodes. Je rappelle notamment sur la question du pastoralisme, la question des variables qui va avoir une incidence.
je ne présenterai pas ici la courbe de la démographie, mais si vous faites une courbe de la démographie en France, depuis le néolithique, que je place ici, jusqu'à aujourd'hui, vous avez une courbe qui est de ce type-là, et qui monte un petit peu pendant l'Antiquité, et qui va monter vers l'an 1000, et qui va être ici aujourd'hui. Donc on ne peut pas imaginer... pour faire de l'élevage, il faut un marché, il faut qu'il y ait une raison. Ce n'est pas parce qu'un alpage est susceptible de supporter des milliers de moutons qu'on va mettre des milliers de moutons si on n'en a pas besoin pour faire de la laine, pour vendre, pour manger, s'il n'y a pas une démographie derrière. Donc, je rappelle des choses toutes simples, hein. C'est qu'en fait les variables qui vont conditionner le mode d'élevage et son existence, c'est les besoins démographiques, les contextes géopolitiques et événementiels. On ne peut pas faire de transhumance s'il n'y a pas la paix, si on ne peut pas passer d'un territoire à l'autre. Et il suffit de voir l'impact d'une guerre aujourd'hui en Afrique qui bloque le pastoralisme et qui bloque l'économie. Donc ça, c'est des choses qui ont existé. La question des innovations techniques, la question effectivement de la filature, des tas de choses, de la sélection des espèces, les pratiques zootechniques, l'organisation sociale, les contextes économiques. Voilà. Je passe ça rapidement, simplement pour dire que la question du pastoralisme multiséculaire, bimillénaire, c'est une tarte à la crème qui est aussi idiote que de dire que de tout temps on mange. Oui, de tout temps on mange, et effectivement, il y a de l'élevage. De tout temps, il y a de l'élevage, de tout temps depuis le néolithique. Mais il est différent, il est structuré différemment selon l'histoire, la politique et l'environnement. En tout cas, on ne peut pas en faire un fait stable comme certains structuralistes voudraient nous le faire croire. Je rebondis aussi pour rappeler que ce mouvement qui évoque le pastoralisme en archéologie, c'est un mouvement des années 80 lié aux études paléo-environnementales, où on s'est aperçu qu'il y avait un lien entre néolithisation, enfin en tout cas un lien chronologique, et rapport pollen arboréen et non arboréen, et où effectivement on a une ouverture du paysage qui est évidente au subboréal, mais ça n'en fait pas une causalité. Donc c'est quelque chose de fondamental. J'ai été très longtemps seul sur ce dossier. Nous avons présenté avec Isabelle Lomdé il y a 3 mois à Turin des travaux, et effectivement les Italiens semblent avoir engagé ce débat un peu plus fermement que nous en France. Donc pour travailler sur cette question d'élevage et de pastoralisme, il y a les archives historiques, mais ça, on ne va pas aller très loin, on va jusqu'à l'époque médiévale, qui vont relater des problèmes de conflits, de contrats, d'iconographie. J'évoquerai pas ça, je développerai pas parce que j'en ai pas le temps. Mais c'est pas parce qu'on parle d'un conflit que c'est pas parce qu'il y a un conflit sur le pastoralisme qu'il y a des dégâts liés au pastoralisme. Il y a surtout la volonté, effectivement, de rechercher un peu d'argent à l'occasion des activités pastorales. Les archives sédimentaires, donc avec une prédilection pour la question des lacs, dans lequel on va faire des analyses de palynologie, d'ADN, de géochimie, d'entomologie. Toute chose qui pose un problème, qui est le biais. Le lac, c'est aussi par là où on passe si on veut boire. Donc on va faire des pollens là où, de toute manière, on est à un carrefour où il faudra passer. La question des sites de production, les structures de stabulation, mais aussi les objets qu'on peut y trouver, la faune qu'on va retrouver effectivement sur les sites de production, mais aussi les sites de consommation, c'est-à-dire les habitats qui sont contemporains. L'ethnocomparatisme avec lequel j'ai mis beaucoup de réserves. Ici, donc, en fait, un espace asylvatique à 1000 fonds. Ici, on est à 1800 mètres d'altitude. Le col Ferrière est à 2004. Et ce qui apparaît, c'est que aujourd'hui, on est sur un espace où normalement la forêt devrait pouvoir aller au moins jusqu'au lac. Et on a effectivement une ouverture qui s'est mise en place très rapidement. Ça a été un terrain d'études choisi à la fois parce qu'on avait des tourbières, à la fois parce qu'on avait beaucoup d'enclos pastoraux identifiés, et aussi parce qu'on avait une activité métallurgique qui était là. Donc voilà, la question effectivement de la déforestation était importante. Les travaux génériques réalisés dans ce cadre-là, un dépouillement exhaustif du territoire du Mercantour que j'ai divisé en dalles d'1 hectare, et j'ai dépouillé 220 000 dalles pour lesquelles on a dessiné toutes les structures
dont y compris les structures militaires que recense, qu'on a vu tout à l'heure, mais pour lequel on n'est pas allé très loin, si ce n'est qu'on a identifié leurs emplacements. C'est des informations qui sont particulièrement intéressantes. J'évoquais la variabilité. Il y a aussi une sorte de poncif qui voudrait que les enclos, c'est quelque chose d'anhistorique. Non, un enclos, il a une taille. Sa taille, elle est liée au nombre de bêtes que l'on veut mettre dedans. On ne va pas avoir une même taille si on a 50 vaches et si on a 1000 moutons, selon qu'on a des moutons, des vaches, etc. On va avoir une structuration qui va être différente selon qu'on a une structure familiale qui est mouvante, comme on peut avoir à l'âge du bronze une tribu, et à ce moment-là, on va avoir une cellule familiale qui va pouvoir être attachée à l'enclos, qui va être différent à l'époque moderne, où on peut avoir juste un jeune berger qui, lui, va se nicher dans un trou mal préparé et qui amène autre chose. Donc on va avoir une variabilité dans la forme, dans la composition, dans la distribution, qui témoigne de la diversité de ces activités pastorales. Et en tout cas, ce n'est pas quelque chose de stable. Autre élément de travail générique qui a été fait dans cette quinzaine d'années de collaboration, une cartographie donc, du cadastre napoléonien, mais aussi des cartes d'état-major qui ont été géoréférencées et pour lequel on a saisi aussi les matrices cadastrales, c'est-à-dire que, et c'est avec ça qu'on a pu faire une démonstration factuelle que la surface boisée dans le Mercantour avait doublé entre le 19e siècle et aujourd'hui. Donc ce n'est pas une évaluation, c'est une démonstration factuelle. Le bâti, donc, qui a une incidence, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour envisager la question des volumes de bois qui ont été abattus, et donc l'impact. Donc on a toujours accusé les bergers effectivement d'avoir un impact sur la forêt, mais effectivement quand on construit un pont, quand on construit des maisons, quand on construit des chemins de fer, un bois tous les 50 cm ou tous les 40 cm au 19e siècle pour des wagons qui sont construits en bois, ça fait énormément de forêts qui sont effectivement menacées et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'impact du pastoralisme. Donc quelques études de cas qui permettaient, donc le vallon de Millefonds, je fais attention parce que je fais très long, non ça va, le vallon de Millefonds, évoqué tout à l'heure, le col de Tende et Roubion, la cime de la Tournerie. Ça, c'est un projet en cours, qui vient de commencer dans le cadre d'une thèse, et qui, alors, Millefonds, c'est du pastoralisme. Col de Tende, on est sur un petit sanctuaire, et la question, effectivement, c'était de voir, elle a été aussi paléo-environnementale. Roubion, la cime de la Tournerie, c'est un site de l'âge du fer tous ces sites ont une caractéristique commune, c'est qu'ils se situent au-delà de 1800 mètres, puisque c'était l'objectif d'essayer de comprendre la question de l'évolution de la timberline. Juste pour mémoire, la carte ici, le Mercantour, la carte de densité des sites du néolithique, vous voyez, on n'a pas grand-chose, on est en prospection autour de la vallée des Merveilles qui font qu'il y a quelques artefacts, mais on a surtout une densité de population qui semble être sur la bande côtière, avec effectivement peu d'informations sur la partie montagneuse. La chose n'est pas très différente pour le bronze ancien. On va avoir effectivement un phénomène de densification plus important à l'âge du fer. C'est une période d'accroissement démographique sensible, qui génère des conflits, qui génère des tas de choses, avec quand même des choses intéressantes qui commencent à s'identifier sur le Mercantour. Je vous ai dit que ce n'est pas une communication très archéologique. Je ne vais pas vous parler de la proto-histoire, je ne vais pas vous parler... on a plein de choses intéressantes à dire, mais ce n'était pas l'objectif là. Millefonds, donc choisi pour les arguments que je vous ai donnés, à savoir présence de métallurgie, présence de pastoralisme et présence de milieux favorables à l'enregistrement des pluies polliniques, donc le lac Petit en l'occurrence. Des prospections qui sont accompagnées par des prospections au détecteur de métaux, je ne suis pas très bon sur cette affaire, mais qui permettent d'identifier l'utilisation des enclos. Ici, un fer qui, d'après les spécialistes, donc fer qui serait du XIVe siècle,
permet d'avoir une idée de la fréquence, de la nature des animaux qui sont liés. Alors il faudrait aussi faire des analyses des déjections animales, de la parasitologie, qui permettraient d'avoir des informations et de caractériser un peu mieux. Alors Milfond, donc voilà ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce qui était important, c'est qu'on a du minerai qui se situe sur la partie entre vers 2008 mètres d'altitude, et en revanche, donc zone d'extraction de minerai de fer. Toute la métallurgie se fait sous le verrou en dessous de 1800 mètres d'altitude. Et c'est un indice qui nous laisse penser que si on déplace le minerai ici, c'est qu'on n'a plus de bois en haut et qu'on le déplace là où il y a encore un peu de bois. Donc un élément important. Alors, élément important aussi, on a fouillé une quinzaine de cabanes pastorales. Elles sont toutes datées après l'an 1000. Alors que, donc vous voyez ici les datations C14 qu'on a sur les cabanes pastorales. Elles arrêtent au XVIe siècle, mais c'est le moment où on voit une cabane pastorale qui existe encore, qui s'appelle la Vacherie, enfin c'est plus une cabane, mais qui est une grosse vacherie du XVIe qui a été restaurée, qui est encore en activité. Et par contre, une occupation âge du fer et antiquité rigoureusement tournée vers la métallurgie. Ici, cette petite anomalie, petite cabane, qui en fait, dans laquelle on a trouvé quand même une scorie et qu'on pense pouvoir être liée à un habitat de mineurs éventuel, un bivouac, on va dire. Sur le signal paléobotanique, on a en fait une ouverture du milieu qu'on situe vers 2005 ici, qui est importante, une première ouverture du rapport arboréen-non arboréen, et qui devient très prégnant pendant le dernier millénaire, et qui n'est pas corroboré par l'archéologie, mais qui n'est pas non plus, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'il n'y avait pas. En tout cas, nous, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas d'habitat, on n'a pas d'enclos de l'Antiquité ou de l'âge du fer lié au pastoralisme. Alors, les éléments importants, donc pas de pastoralisme avant l'an 1000, environnement, première ouverture du paysage vers 2005, et taphonomie. Là, c'est quelque chose d'important qu'on va retrouver sur tous les sites. C'est qu'en fait, les sites de l'âge du fer, de l'âge du bronze, de l'Antiquité, ils sont sur 5 cm de gazon. Donc, quand on lit, et ils sont aujourd'hui sur des espaces encore pâturés, quand on parle de l'érosion liée au pastoralisme, on peut s'interroger quand on voit qu'effectivement, on a une sorte de palimpseste qui font que tous les sites nous apparaissent sans la moindre érosion, et on le verra, c'est particulièrement spectaculaire avec le site de Roubion. Le col de Tende, on est sur un col, donc sur quelque chose de particulièrement vulnérable, et là, on a un petit sanctuaire où le niveau qui est occupé du 4e avant au 5e après, qui se situe sous 5 cm de pelouse, aujourd'hui pâturée, et pour lequel ça ne semble pas avoir provoqué une instabilité des sols, puisqu'on a les vestiges en place qui ont été conservés. Bon, c'est un site particulièrement intéressant, si vous voulez voir, il est présenté au musée de Tende. On avait fait une exposition et donc on y a trouvé une vasque dans laquelle il y avait de l'huile d'olive, du lait, du miel ou de la cire d'abeille, puisqu'on ne peut pas discriminer les deux, enfin, des choses assez étonnantes. Et puis, donc on a aussi, je ne vous donnerai pas les argumentaires, mais on sait, enfin l'argumentaire c'est qu'on a des traces de feu, mais pour lequel on a utilisé que du bois de l'étage montagnard et pas du tout de l'étage alpin, ce qui laisse encore une fois penser à une ouverture déjà sylvatique pendant l'âge du fer ici. Je vous le passe. Toujours, donc paysage asiatique, taphonomie en palimpseste. Le site de Roubion, donc trouvé par dépouillement, comme je vous ai expliqué, de télédétection, qui était déjà connu, mais que j'ai retrouvé à cette occasion. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, en retrouvant ça, j'ai en fait retrouvé tous les sites qui étaient connus par la méthode de télédétection, mais en revanche, j'en ai trouvé très peu de nouveaux. J'en ai trouvé quelques-uns, mais ce qui laisse penser que notre cartographie des sites, elle est fiable, puisqu'on a confirmé le modèle. Et il apparaît qu'en fait, ces sites, on les retrouve du côté de la Tinée, mais on n'en trouve aucun dans la Roya, on n'en retrouve aucun dans la Vésubie. Par contre, on a des choses assez similaires qu'on pourrait avoir du côté italien, et je pense qu'il y a des liens assez importants aussi avec Barcelonnette, mais on verra ça une autre fois. Pour rappeler effectivement donc le site de la cime de la Tournerie, qui est dans un contexte où la métallurgie du cuivre pourrait avoir une grande importance, sachant qu'effectivement c'est le dollar de l'époque.
Donc le site tel qu'il apparaît en photogrammétrie, donc c'est ça que quand j'ai vu ça, j'ai fait des bons. Et vous allez voir, ça a beaucoup bougé. Ben voilà, ça a beaucoup bougé, c'est le même site. Donc en fait, un grand bâtiment entouré par un fossé, un seul fossé qui est là et qui épouse une forme d'escargot et qui se referme ici en fait. Donc, il est dégagé entièrement aujourd'hui. Ce bâtiment, en fait, là, on a eu la chance, donc ça c'est une photo qui date de l'année dernière. Ce bâtiment, un premier bâtiment est construit au VIe siècle, qui a complètement brûlé. Et là, la chance qu'on a eue, c'est que cette année, on a trouvé des bois qui ont plus de 100 cernes. Donc avec un peu de chance, on va avoir une datation calendaire de la destruction de la construction du bâtiment. Et en plus, comme il a brûlé, ça devait être un peu façon Notre-Dame, parce qu'il a produit une chaux énorme. On a des argiles revéfiées, on pourra avoir une datation archéomagnétique qui va nous donner à 25 ans près, pour cette période-là, la date de l'incendie. Donc on va avoir la date de construction du premier bâtiment, la date de l'incendie, enfin j'espère. Et puis, on a l'une des dernières phases de construction avec des tours qui, elle, est datée par un dépôt monétaire qui date autour des années 220 avant notre ère. Donc un ensemble particulièrement intéressant. Au passage, ces fossés représentent, qui ont par endroit 4 mètres de profondeur, représentent 4500 mètres cubes de roche, ce qui veut dire 4500 jours hommes. Donc on a là la trace d'une démographie, et encore je ne parle pas du temps pour édifier le bâtiment avec les 4500 mètres cubes de pierre, on a là la trace d'une démographie très importante. Pardon ? Bon, alors je vais conclure vite fait. Donc j'avais dit que je ne parlerais pas trop de Roubion. Donc voici les foyers, mais juste pour... Je ferai une autre communication un autre jour sur Roubion. C'est un sanctuaire en fait de l'âge du fer pour lequel... Alors ce qui est important, pour conclure, ce qui est important, c'est qu'avec Roubion, on a une grosse production de faune. On a énormément de restes fauniques. Donc on a vu la faune à travers les pollens, la faune à travers les structures, et là aujourd'hui on est en train de la regarder à travers les ossements, qui nous renvoient aujourd'hui à des sommes de viande considérables, avec de l'utilisation de bois qui est susceptible pour la construction d'avoir un impact sur l'environnement. Donc voilà, simplement pour évoquer effectivement les variables qui vont toucher au pastoralisme vont être très nombreuses. L'ensemble, donc ça c'est juste pour dire que le site de Roubion il n'est pas tout seul. C'est le premier qui est fouillé et il est exceptionnel parce que c'est le premier qui est fouillé, mais il n'a rien d'exceptionnel. Et il s'agit maintenant de voir qu'il appartient à un modèle. Ce travail, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est fait dans les perspectives de valorisation. Donc aujourd'hui, on va reconstruire cet édifice. On prévoit la construction d'un musée aussi à Roubion. Et on prévoit un projet, donc tout ça étant sur le principe financé, un projet aussi de réalité augmentée qui va être fait autour de cela. On a effectivement mis en place une stratégie qui a permis d'accueillir régulièrement des gardes du parc, qui a permis aussi d'avoir des opérations portes ouvertes où on a eu plusieurs centaines de personnes qui venaient à 2000 mètres d'altitude pour voir nos sites, ce qui est quand même pas évident. Des expositions, donc expositions sur Col de Tendre, aujourd'hui, l'année prochaine, sur la Tournerie. Donc ceci pour dire qu'effectivement, donc on a, à cette occasion, on a formé aussi un certain nombre de gardes du parc qui ont l'œil de plus en plus aguerri. Donc il y a François Breton qui l'a particulièrement, mais Patrice Ormera, Laurent Olivier, Isabelle Lomdé, sont venus des gens qui ont l'œil et qui sont susceptibles de collecter de l'information. Voilà. Rapidement, donc c'était effectivement le programme vise à travailler avant tout sur la question de la construction des paysages au travers des sites archéologiques. Voilà. Désolée. On a 5-6 minutes pour des questions à Franck, peut-être aussi pour aborder ce qu'il n'a pas eu le temps de développer dans son intervention. Oui. Attends. Attends, il faut parler dans le micro. Le dernier projet sur Guillaume et le Dôme de Barreau, c'est quoi ? Il
il y a deux hypothèses pour expliquer les fastes qu'on a sur le site de la cime de la Tournerie. C'est soit le cuivre. On a en fait le dôme du Barreau, c'est l'un des rares, c'est le seul endroit des Alpes où on a du cuivre natif. Et il a livré, enfin c'est pas le seul dans lequel c'est celui qui a livré le plus de cuivre natif de tous les Alpes au 19e siècle, plus exactement. Donc il a dû être exploité. Et aujourd'hui, donc, on a un étudiant, Romain Bussonne, que j'encadre et qui fait une thèse sur la protohistoire et l'exploitation des métaux dans le dôme du Barreau. Donc ça, c'est... Voilà, D'autres questions? Charline? Merci. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ossements qui ont été retrouvés donc, sur le site que vous avez présenté à la fin. Est-ce qu'il est prévu, et avec des dents sur les bêtes, est-ce qu'il est prévu des analyses isotopiques pour voir la mobilité des troupeaux? Sujet très intéressant. Je suis dubitatif sur les analyses isotopiques, notamment sur celle du strontium. Parce qu'on voit beaucoup d'analyses du strontium. Alors, pour mémoire, en fait, il y a tout un volet de la recherche qui va travailler sur les strates des dents des ruminants, puisqu'en fait, on a une stratification qui est pas loin d'être celle des arbres, qui va permettre de voir la saisonnalité. Et en fonction du fait que les bêtes ont bougé, on va avoir des variations, notamment dans le strontium ou dans le rapport C13N15, qui vont être les deux éléments. Ces variables, la variable C13N15 va avoir une variabilité à la fois chronologique, selon le néolithique, l'âge du fer, etc., mais aussi altitudinale. C'est pas la même sur la côte et sur la montagne, et puis c'est pas non plus la même selon les latitudes, et puis c'est pas la même selon le régime alimentaire. Ça fait beaucoup de variables. Mais bon, on sort des choses, c'est pas inintéressant. La deuxième, c'est la question du strontium. Or, le strontium, là, je suis beaucoup plus réservé, mais vous allez voir, on fait les analyses quand même. Parce que, en fait, on s'aperçoit, donc on a un projet, d'une part, je me suis aperçu que 90%, 99% des analyses sur le strontium se faisaient sans avoir de référentiel réel de la cartographie du strontium. Donc c'est un peu délicat de dire que les bêtes bougent si on ne sait pas, si on n'a pas une connaissance des sols. Donc on a monté un projet avec l'INRA pour faire une analyse du strontium sur le territoire de la métropole, et on resserrera ce maillage autour du site de Roubion pour voir la variabilité. D'une manière générale, on a du strontium quand il y a du calcaire, mais c'est pas si simple que ça, parce que ça vient aussi par l'air. Puis après, il y a la question de la manière dont les animaux vont digérer, vont accepter ces isotopes, et on s'aperçoit d'une part qu'on a une fragmentation isotopique qui n'est pas la même dans la racine d'une plante, dans la tige et dans la fleur. Donc ça fait, encore une fois, c'est très intéressant, mais voilà. Donc nous, ici, là, sur Roubion, on a décidé de le faire, mais en faisant l'analyse des sols et en refusant, donc j'ai refusé d'avoir des analyses sur 3 ou 4 ossements, on fait tout. On les fait tous. Voilà. Donc ça veut dire plusieurs centaines d'analyses. Il semblait qu'il y avait une autre question. Marie. Une toute petite question. Tu as dit que la première hypothèse pour le site de la Tournerie, c'était l'exploitation du cuivre. Et la seconde hypothèse ? En fait, on a une population aristocratique qui ont des pinces à épiler, des rasoirs, des armes, des choses qui renvoient à... vous avez pu voir rapidement, il y a même un calcophone qui est un instrument de musique qui vient plutôt de la Grande Grèce, en tout cas qui vient d'autres secteurs. L'autre solution, c'est effectivement la question du contrôle des voies. Et si vous venez de la péninsule de l'Italie et que vous voulez rejoindre le couloir rhodanien, ben vous avez le choix, soit vous prenez le Var, la Tinée, enfin, par les hauteurs bien évidemment, et puis vous rejoignez l'Ubaye. À ce moment-là, ben, vous retombez dans la zone de Barcelonnette, et là je vous engage à aller visiter le musée de Barcelonnette, où il y a des sépultures aristocratiques découvertes au 19e siècle, phénoménales, que moi j'aurais tendance, qui sont contemporaines de Roubion, que j'aurais tendance à lier ici. Deuxième zone où on trouve ces mêmes faces, c'est la vallée de la Stoura. Et si vous venez de l'Italie, vous voulez rejoindre, vous reprenez l'autre itinéraire. Donc il semble,
Et entre les deux, sur le noyau du Mercantour, eh ben, on n'a rien de similaire. Et par contre, on a ces deux axes. Et donc, l'idée que ce soit le contrôle des voies et ou le métal. À mon avis, ce n'est pas forcément exclusif.